Bonsoir, amis du soir, bonsoir. On revient un peu sur ce qui s'est passé récemment, sur ces fameux discours. Hommage au Mali. On commencera avec l'hymne du Mali. Ça, c'est l'hymne du Mali. Ceux qui ne connaissent pas, bonsoir, Tiano. Bonsoir les amis, on va s'arrêter là parce que l'hymne du Mali, quand on l'écoute, ça donne un peu des sensations de représenter l'africanité. Est-ce que le son est le bon? Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Bon, on va commencer un peu avec l'hymne du Mali, partager le live. Le sujet de ce soir, il est simple, mais il est important. Nous allons parler du Mali. Est-ce que le Mali devrait-il être soutenu par les Africains? C'est une question qui se pose, mais beaucoup n'ont pas compris. Nous allons revenir un peu sur le discours du colonel Abdoulaye Maïga, le colonel, mais qui est aussi le Premier ministre malien. Nous allons aussi parler de M. Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et nous allons aussi revenir sur quelques stéréotypes que nous avons eus à une époque sur les Maliens pour pouvoir déconstruire aussi l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est les autres qui nous ont vendu ces stéréotypes-là ou c'est nous-mêmes qui avons installé ces stéréotypes-là? Et on va aussi reballer rapidement la constitution malienne, hein. Quand vous la lisez un peu, vous allez comprendre que ça parle un peu de la solidarité, l'entraide et l'unité, les valeurs du panafricanisme. Comme quoi nos anciens avaient déjà travaillé et je pense que la génération d'aujourd'hui est encore en train de dormir. Donc ce soir, j'aurai Tiano qui sera avec nous. Et normalement, on aura aussi Sabrina Solitude qui va nous rejoindre normalement. Donc là, on va commencer avec Tiano. Il va juste se présenter. Il va nous dire ce qu'il essaie de nous apporter ce soir. Et ensuite, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet.
La question ce soir, c'est vraiment aussi qu'on soit nombreux. Parce que là, j'ai vu un live assez bidon tout à l'heure de votre frère qui a parlé de son ex-femme. Vous étiez plus de 1000. Ce qui prouve que le mental est encore fucked up. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, on va t'écouter, Tiano. Qu'as-tu à nous proposer ce soir pour ce live? Ouais, merci Magosa. C'est vraiment, je te remercie du fond du cœur de m'accueillir chez toi. C'est d'autant plus des choses qui m'intéressent parce que euh, je pense que tu l'as remarqué. Donc, j'apparais de moins en moins dans les lives, que ce soit les miens, que ce soit les lives des gens. Et j'ai même pris la décision maintenant par rapport à l'engagement absolu du Mali. Je me suis moi aussi engagé à participer uniquement dans des lives où on parle du Mali. Parce que Ok. c'est ma petite pierre et c'est ma petite contribution que je pourrais apporter pour ce pays merveilleux qui est aux avant-gardes d'une nouvelle ère, clairement, de ce qui va se passer sur notre continent. Tu n'es pas sans savoir que je ne cesse de dire qu'il y a deux types d'Afrique. Il y a Mhm. l'Afrique dont les gens parlent à longueur de journée dans les lives, et il y a une Afrique justement qui, elle est enfouie, qui elle est cachée, qui se cache énormément de beaucoup de gens issus de la diaspora. Et ben, c'est de cette Afrique-là justement dont moi je veux m'identifier. Et donc, le Mali s'inscrit totalement dans cette Afrique-là. Et donc, c'est de ça que nous allons échanger aujourd'hui, en passant par la géopolitique, par la géostratégie. On va toucher des aspects, plusieurs aspects en tout cas, du discours de ce qui a été, de ce qui a été mentionné par notre Premier ministre. Parce que je ne me suis, juste pour conclure, je ne me suis jamais autant senti fier de toute ma vie. Je peux même te dire, frère, qu'en écoutant, parce que j'étais dans le direct d'Afrique Média, on était 17 930 personnes dans le direct d'Afrique Média. Je peux te dire que je pleurais et ma fille, elle m'a demandé, papa, pourquoi tu pleurais? Bah, Magosa, je vais te dire qu'en 1987, j'avais 8 ans quand Thomas Sankara faisait son discours à l'OUA, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque. Et je voyais mon père qui était ému en ces jours-là. Bah, tu vois comme quoi l'histoire, elle se répète et on va le voir sur le long de notre conversation, comment l'histoire, elle se répète sur bien des aspects. Aujourd'hui, Exact. c'est moi qui me suis retrouvé en train de pleurer parce que c'est un jeune homme de 41 ans qui a porté Exactement. nos aspirations dans cette tribune des Nations Unies et il a été aujourd'hui classifié parmi les discours les plus révolutionnaires de cette tribune. Ils l'ont mis au même piédestal que celui de Hugo Chavez, que celui de Kadhafi, que celui de Sankara, Exact. que celui de Fidel Castro. Et donc, lui, il vient Exact. en cinquième position. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, en tout cas, à toi de me recevoir. Merci à toi. Donc, ce soir, les challenges aussi, c'est partager massivement le live, montrer votre intérêt pour votre continent. Je le De fais déjà, plus, moi. ceux qui ont des questions, essayez de poser vos questions dans la boîte à questions. Donc là, il y a déjà une première question. On va essayer de la lire. Donc, bonsoir. Pourquoi devrons-nous soutenir le Mali? Tiano, est-ce que tu peux essayer de répondre à cette question pour commencer le OK. live? Voilà. C'est pourquoi devrions-nous soutenir le Mali? Alors, euh, logiquement, lorsqu'on est africain, et lorsqu'on a reçu une éducation africaine, le problème de chaque Africain est ton problème. Ça, c'est déjà de base, hein. Lorsqu'on a reçu une éducation à l'africaine, le problème de chaque Africain est ton problème. Euh, à partir de cette narrative, la question, elle ne se pose plus, en fait. À savoir que nos pays sont devenus aujourd'hui des portions de terre, mais dans l'histoire de nos pays, nous étions un seul pays. Je répète, nos pays sont de simples portions, mais dans l'histoire de nos pays, nous étions un seul pays. Et donc, en étant un seul pays, donc je vais répéter pour une troisième fois, en rendant Répète la hommage à troisième fois. C'est. nos pays sont devenus des portions des pays. Dans l'histoire, nous étions un seul pays.
Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ça et de cette narrative, on doit simplement comprendre que, en fait, les problèmes ne sont pas isolés. C'est-à-dire qu'il faut partir du propos, il faut comprendre déjà la géostratégie et la géopolitique nous permet déjà de comprendre les situations, elles ne sont pas isolées. Le Mali, avec le Congo, je ne cesse de le dire, sont les pays les plus importants de notre continent africain. Pourquoi? Par l'extension des frontières qu'elles ont. Le Congo, on en a 9, le Mali, on en a 7. À partir de là, les problèmes du Mali concernent tous les Africains par extenso. Donc rien que ça, j'apporte déjà là les éléments qui montrent que le Mali en soi doit être soutenu aujourd'hui jusqu'à la fin des temps si possible. Et si demain, un autre pays se trouve dans des situations pareilles que le Mali, en ayant à sa tête des gouvernants qui euh, vont dans le sens des aspirations du peuple, on doit exactement se comporter de la même façon comme on est en train de le faire pour le Mali. J'espère avoir été Exact, clair et avoir répondu à la exactement. question. Je vais rajouter un tout petit peu. Pourquoi devons-nous soutenir l'Ukraine alors qu'on est africain? Il y a beaucoup de Noirs, ils sont concernés par l'Ukraine. Voilà. C'est pour dire simplement qu'on nous fait embrasser les causes des autres et quand il s'agit des nôtres, personne n'y est plus. Moi, je parle toujours du précédent Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo 2011. Les Africains ont laissé Laurent Gbagbo sombrer et on a vu la suite de ce que ça donnait. C'est pour ça que je dis à un moment donné, l'histoire nous enseigne. Quand on maîtrise la géostratégie, la géopolitique, on comprend que ce qui se passe au Mali, si les Africains ferment les yeux, on risque de reproduire les mêmes erreurs. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que chacun aussi s'intéresse à l'histoire. Ce qu'a dit Thiano est très important. Le Mali a 7 pays frontaliers. Le Congo en a 9. C'est des zones stratégiques. Maintenant, l'Africain qui estime que si le Mali est malade, lui, il n'est pas malade, bah, faut aller te regarder un peu et tes ancêtres te regardent. C'est pour ça qu'on va rentrer maintenant dans la deuxième phase, parce que le colonel Abdoulaye Maïga a bien rappelé les valeurs de nos ancêtres. Pour ceux qui négligent un peu trop les ancêtres, c'est un militaire, hein, mais si le militaire vous parle des ancêtres, c'est qu'il estime qu'à un moment donné, l'Africain doit être reconnecté dans ses spiritualités et ses croyances africaines. Maintenant, est-ce on peut écouter un extrait de la partie où il a dit 3 fois. Il a redit 3 fois pourquoi? Parce que c'est important de marquer le moment. Et il faudra aussi regarder, pour ceux qui ont regardé la vidéo, la posture et la façon dont il lisait ou la façon dont il disait les choses. Et on va faire un comparatif avec le discours du Congo pour que les Et Congolais essaient de prendre un peu plus de la graine. si je peux rajouter quelque chose, il faut savoir qu'en fait, je parlais même avec un ami euh, et il m'a demandé, mais je me suis rendu compte, parce que moi je le suis déjà depuis très très longtemps dans tous ses discours, dans tous ses... faut savoir que avant d'être Premier ministre, par intérim, il était le porte-parole du gouvernement de la transition malienne. Et en fait, il a pour habitude, en fait, à chaque fois qu'il vient de faire des énoncés, euh, il répète toujours, en fait, 3 fois. Et donc, c'est sa marque de fabrique. Et donc, j'avais posé la question à un ami malien, avec qui on a grandi en région parisienne. Mon pote, il m'a dit, dans la culture malienne, un Malien, tu lui fais pas de foutaise 4 fois. Un Malien, tu lui fais une foutaise une fois, il laisse passer. 2 fois, il laisse passer. 3 fois, c'est la dernière foutaise que tu lui fais. C'est pour ça que lui, il répète souvent 3 fois. Donc, c'est pour dire que c'est la dernière fois. Après ça, il n'y a plus foutaise. On va l'écouter. Okay, bonsoir la Minba officielle, bonsoir à tous les Maliens qui nous ont rejoints et tous les Africains. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on va écouter le colonel hein, Abdoulaye Maïga dans sa prestation. Vous allez comprendre l'art oratoire s'apprend. Et on peut être militaire et aussi maîtriser la langue du colon. Et battre le colon dans sa propre langue, il n'y a pas mieux. Humaniste des philosophes lumière sont transformés en une
service de l'obscurantisme. L'autorité française, profondément anti-française, pour avoir régné les valeurs morales universelles, trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je le répète pour une dernière fois. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, la commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, légitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité, et en fait des milliers de morts, tant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité des pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. L'obscurantisme de la junte française s'est rendu coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite la responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens, tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes, des munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, juste coupe là, on va essayer de revenir, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, et il y a un commentaire de président de la Suisse qui dit son discours ne va rien changer. C'est pour ça que je dis que le discours, il a deux portées. On va essayer d'en parler ce soir, parce que pour ceux qui sont arrivés quand le live avait déjà commencé, Tiano a expliqué qu'il y a deux typologies d'Africains. Le discours va résonner plus fort chez les Africains non éclairés. Chez les Africains éclairés, c'est des choses qu'ils maîtrisent déjà. C'est pour ça que j'avais eu aussi deux sons de cloche entre Lasconi et Patrick Mbeko. Maintenant, aujourd'hui, on doit faire comme si on était des Africains qui n'ont pas le même niveau de compétence et de compréhension des enjeux. Maintenant, on va essayer de voir maintenant séquence par séquence. Quand il dit que la France a abandonné le Mali, il y avait l'opération Barkhane ou Berkane. Cette opération-là était censée lutter contre les terroristes. À ce qui paraît, ils n'ont pas vraiment lutté. Ils ont plutôt donné plus de la force aux terroristes. C'est pour dire simplement que l'histoire se répète. Ils ont utilisé les mêmes pratiques dans toute l'Afrique avec la France-Afrique pour pouvoir avoir des points de contrôle dans chaque pays africain, surtout dans la partie francophone. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il reprend un champ lexical qui est propre à la France. Les Lumières, les valeurs, le pays dit des droits de l'homme, alors qu'à l'époque où la DDHC a été mise en place, les Noirs étaient encore esclaves. C'est pour ça que je dis souvent, ceux qui nous donnent des leçons sont souvent des plus gros imposteurs. Maintenant, on va écouter Tiano. Quelle a été ton analyse que sur cette partie-là, de l'obscurantisme et le fait de répéter 3 fois, cette partie, on les abandonne. On vient pour apporter des solutions, mais à la fin, on n'apporte rien. Quelle est ton analyse sur cette partie-là? En fait, mon analyse sur cette partie-là, c'est que déjà la première fois, au moment où je l'écoutais, j'ai compris d'abord qu'un Maïga en cache un autre. Tu vois? Tu vois, comme quoi, c'est vraiment, ça peut paraître le fruit du hasard, mais c'est pas du tout le fruit du hasard, parce que Shogal Kokel Maïga, qui était lui le premier ministre qui est actuellement en repos pour des raisons de santé, avait commencé exactement son discours, c'est-à-dire en donnant le ton de son discours au mois de juin dernier, en parlant justement de cet abandon en plein vol. Lui, il vient, il reprend exactement là où Shogal Maïga
s'était arrêté. C'est-à-dire que lui, il donne une dimension beaucoup plus élargie, en étant venu comme étant un distributeur de cartes pour un jeu de poker, tu vois, parce qu'il faut savoir que dans la politique, aujourd'hui dans laquelle nous sommes exactement dans un jeu de poker mental. C'est-à-dire que en face de nous, on a des individus qui, depuis des années et des années, nous font croire plein de choses. Tu vois, ils nous font croire que oui, liberté d'expression, démocratie, tous les mots que tu connais, Magosa. Bref, ils ont un jeune homme, 41 ans, qui, justement, voit les choses comme toi et moi. C'est-à-dire qu'il ne voit pas du tout par l'œil du Judas. Tu sais, quand je dis l'œil du Judas, je vais dire le petit trou qu'il y a sur la porte. Lui, il le voit carrément sur le pragmatisme du jour le jour de ce qui se passe dans son pays. Il se rend compte que ce type-là, il faut qu'on le prenne au sérieux pour deux raisons. La première des raisons, c'est que c'est un militaire qui était au front, tu vois. C'est-à-dire que la génération, tous les colonels de Assimi Goïta, ce sont des gars qui étaient au front avec Assimi Goïta. C'est-à-dire que ils sont pas là, arrivés là par hasard, ils sont pas là depuis 2, 3 ans. Non, ça fait 10, 15 ans que ces gars-là, ils sont au front. Donc ça veut dire que toutes les foutaises de la France, là, les mecs là, ils ont vu ça. Ce groupe-là faisait partie, Magosa, de ceux-là qu'on a empêchés de rentrer lorsqu'ils étaient à Gao. Lorsqu'ils étaient à Mopti, ils ont été davantage empêchés de rentrer. C'est ce groupe-là toujours. Donc, ça veut dire qu'on a face à nous des gars qui connaissent et qui maîtrisent les enjeux parfaitement. Donc, dans son discours, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il a compris où est le problème de son pays, où est le problème de la sous-région, où est le problème du continent africain. C'est pour ça que je refais vite fait une avancée. À la fin de son discours, il demande à ce que Dieu puisse protéger le Mali, l'Afrique et l'humanité de ces mêmes brigands-là, de ces mêmes juntes. D'ailleurs, entre parenthèses, j'aimerais expliquer quelque chose ici, parce que je l'ai noté. Savoir que le mot junte vient du mot espagnol junta, ok, qui veut dire en fait un groupe de personnes qui sont fermées dans un lieu avec une idéologie ne tenant pas compte de l'idéologie de la majorité. Exact. C'est ça qui veut dire en fait. La junte, c'est ça. Et donc c'est un mot qui est apparu en Amérique latine dans les années 50, justement lorsqu'il y avait tous les soulèvements que l'on connaît de l'histoire de l'Amérique latine, etc., etc. Et donc c'est un mot en fait qui est venu, qui est intégré aujourd'hui dans le langage, on va dire politique. Mais lorsque les politiciens occidentaux utilisent ce mot, en fait, ça a un trait ou une connotation très péjorative. Donc ce gars-là, connaissant justement les enjeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en fait un retour à l'envoyeur. Lorsque vous nous traitez, nous, des juntes, parce que nous avons repris les choses en main, en fait, vous êtes une plus grande junte que nous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de satisfaire des desseins obscurantisme. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en se donnant une apparence des personnes qui êtes là pour le bien d'un peuple, mais vous faites des choses sans consulter vos peuples. Je vais te poser une question simple et je nous pose à tous qui sommes ici. Avons-nous déjà vu les Nations Unies vouloir prendre une décision concernant le monde et lancer un référendum? Bah non, jamais en principe, ils sont assis dans leur bureau, ils décident qu'ils doivent aller couper le Mali en deux et ils décident qu'en RDC, on doit ramener plus de casques bleus. Mais après, ils n'ont jamais consulté pour savoir vraiment ce que voulait la population. C'est pour ça que je dis c'est un moment important. Après, pour certains, je lis les commentaires. Déjà, Savio, j'ai vu ta demande. Comme j'ai dit, le live, j'ai fait une affiche. Dans l'affiche, il y a marqué avec Tiano, avec Sabrina. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, on va incorporer plus de personnes. Mais en fait, on a d'abord une trame. C'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut qu'on lise les affiches pour que ça soit cohérent. On essaie de faire quelque chose de propre, pas quelque chose de désordonné où tout le monde aura son avis vers le milieu du live. Par exemple, Mara, c'est un Malien. S'il veut donner son avis en tant que Malien, il sera le bienvenu, il a dit, il arrive. C'est pour ça que j'ai dit, on va essayer de faire des lives, pas pour le sentimentalisme, mais je prendrai ta demande, Savio, mais rassure-toi, on a juste une trame sur le live.
Maintenant, la partie j'ai lu un commentaire qui disait Lumumba fait beaucoup de discours, mais Lumumba, où en est le Congo? C'est là où je voulais arriver. En début de là, j'ai dit pendant longtemps, on a rigolé des Maliens. Pendant longtemps. Est-ce que les préjugés sur les Maliens sont des préjugés que les autres ne nous ont pas inculqués? C'est pour ça que je dis à un moment donné, j'ai parlé de ça avec un ami. Je disais, il me dit, ouais, mais le Mali, ils vont pas tenir. Il a dit lui-même, le colonel, dans son discours, beaucoup avaient prédit qu'on n'allait pas tenir. Il y en a même qui disaient une semaine. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Afrique centrale a le même niveau d'éducation politique? Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis, en fait, il ne faut pas qu'on compare. Comparaison n'est pas raison. Souvent, on a tendance à tout comparer, mais en fait, on se mélange. Aujourd'hui, l'exemple est clair. On va arriver aussi sur la partie de nos amis peintres qui sont arrivés avec des passeports de peintres, de maçons, là. Du coup, essaie d'aller jusqu'au bout de cette partie-là. Après, on va essayer d'écouter une deuxième séquence, s'il te plaît. C'est-à-dire, en fait, Magoza, pour en revenir au commentaire qui a été fait par notre ami le président, son discours ne va rien changer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un discours est là pour rester. Et dans le temps, elle produira son effet. C'est comme une graine que l'on lance justement dans une terre fertile. La graine ne te donne aucune garantie qu'elle va pousser demain. Mais encore faut-il que des véritables pluies d'arrosage continuent à tomber par-dessus elle pour qu'ensuite elle puisse porter ses fruits. Si je reprends encore ce que j'avais dit tout à l'heure, ce gars-là, il a 41 ans. Moi, j'en ai 43. C'est-à-dire que lui et moi, on est de la même génération Magoza. Et de notre génération, on a bu du lait de ce qu'on a entendu ou on a écouté des discours de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, ainsi que de Thomas Sankara, etc., des Miobé et j'en passe. Donc, aujourd'hui, à notre âge, on commence à comprendre qu'effectivement, il nous faudra un continent nouveau, une Afrique nouvelle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il faut savoir qu'en fait, lorsque je parle de cette Afrique qui est cachée dans beaucoup d'Africains qui sont dans la diaspora ignorent, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un vent qui souffle sur le continent dans lequel vous avez dans plusieurs pays des jeunes de cette tranche d'âge-là qui s'élèvent. Julius Malema, il a moins de 40 ans. Bobby Wine, il a moins de 40 ans. En Angola, vous avez un gars qui s'appelle Nelson Dembo. Il a à peine 41 ans d'âge. Lui, ainsi que Assimi Goïta, ils ont moins de 45 ans. On va prendre notre frangin Kémy Seba. On va prendre encore qui? Il y en a énormément qui sont là, qui font des choses de façon terrible sur le continent, qui font vraiment bouger les lignes, mais qui ont moins de 50 ans. Pourquoi? La question véritablement, c'est celle-ci. C'est parce que toute cette génération, on a compris que comment ça se fait que la France peut avoir un président qui a notre âge et qu'on ne peut pas parler avec lui d'égal à égal? C'est ça la vraie question. Ça veut dire que si Macron il a été à l'école, Magoza il a été à l'école. Si Macron il a fait des belles études, Magoza il a fait des belles études. Si Macron aujourd'hui il est président d'un pays qui est encore plus petit que la République démocratique du Congo, que le Mali, pourquoi est-ce que nous on ne viserait pas nous aussi à être des hommes politiques ou bien des personnes qui allons faire bouger les lignes sur notre continent? Il est où le problème? Exactement. Macron il est exactement de la même génération que nous. Il a fait les mêmes études dans le même banc de l'école que nous. À la seule différence, c'est que Macron, et le peuple de Macron est un peuple qui est avisé. C'est ce qui reste à nos peuples. Nos peuples ont besoin d'être avisés. Et pour que nos peuples soient avisés, c'est là où justement, quand j'écoutais ce gars, je reviens encore, je te dis, c'est pour ça que quand je parle de lui là, même à l'heure où je suis en train de te parler, j'ai frémi encore en moi parce que je me rends compte que notre grand-père Thomas Sankara n'est plus vivant. Mais ces faits sont en train de revivre, frère. C'est d'actualité. Parce que, regarde, frangin, si on refait juste un petit comeback en arrière, on était des enfants quand Thomas Sankara et tous ses confrères se battaient. Nous étions des enfants. Frère, on a quand même grandi entre l'Europe et l'Afrique. Mais bizarrement, l'esprit de ces papas-là, l'esprit de nos ancêtres, comme tu l'as très bien dit, est en train de nous animer à vouloir faire bouger les lignes dans notre continent. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas pu rester aussi dans ce confort dont beaucoup d'entre nos frères et nos sœurs choisissent de rester? Mais c'est parce que nous, on a compris que, en fait,
Tout est lié à une bonne politique. J'aimerais juste informer ici les gens qui pensent que on est politique ou on est apolitique. Sachez que tout est politique. Vous ne pourrez jamais faire du business. Pour ceux qui ne voient le continent africain que comme une simple opportunité marketing, vous ne pourrez jamais faire du business dans un pays quelconque dans le monde si les conditions politiques de ces pays ne sont pas établies. Exact. Il faut savoir que les institutions, pour qu'elles deviennent fortes, ça dépend des politiques fortes bien mises en place par des vrais politiciens. Donc, tout est lié à la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans une société dans laquelle vous pourriez évoluer qui ne soit pas lié à la politique. Donc, quand nous parlons comme ça, quand nous observons ce que le Mali est en train de faire, frère, franchement, tout, de mon point de vue, hein, après, je peux me tromper et je serais même heureux de savoir que je me suis trompé. De mon point de vue, je pense que chaque Noir, là où il se trouve, qui se sent africain, devrait se sentir pour la cause du Mali et pour la cause de tout ce qui se passe sur le continent africain. Je m'arrête ici pour donner la parole au frère. Bonsoir Mara. Juste avant qu'ils prennent la parole, on va revenir sur un commentaire de Palab qui dit: question, monsieur, son discours résonne beaucoup en Europe, notamment en Occident. A-t-il le même écho au Mali ou en Afrique? Bah, contrairement à ce qui se dit en Afrique, le discours, il a beaucoup résonné, hein. C'est pour ça que j'ai dit on est déconnecté des réalités africaines quand on est très souvent dans la diaspora. La jeunesse africaine est plus consciente des enjeux de demain que ceux qui sont ici en Europe. C'est parce que le Absolument, je confort confirme. que certains ont ici, ils l'ont pas là-bas. Donc, ils se préoccupent de leur réalité. Maintenant, on va recevoir Mara Kanté. Mara, j'ai retenu un peuple une fois et un but. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça, Donc, frère. voilà, retenu. On est Du avec coup, on va ça, te... on vit avec ça et on meurt avec ça. Exactement. Ah, Du coup, qui est Mara Kanté pour ceux qui ne savent pas? Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Mara? ouais, salam à tous les frères, moi c'est Mara Kanté. Oh, j'ai grandi entre Sarcelles, Villers-le-Bel. Voilà, je suis malien sénégalais. Je vis ma petite vie tranquillement. Et puis voilà, la vie a fait on se ligue, on se dresse contre le système qui nous oppresse, qui nous opprime, qui nous endoctrine, qui nous parque et qui fait qu'il y a un semi-apartheid social qui est créé. Et du coup, voilà, hein, je suis très engagé pour la cause. Et maintenant, on s'oriente plus vers l'Afrique. On s'est beaucoup battu pour les quartiers. Et là, on voit que l'orientation est clairement plus africaine. Très bien. Merci D'ailleurs, beaucoup, Mara. je vais te poser une question. Tu l'as fait monter exprès parce qu'il est de Villers-le-Bel comme moi ou c'est quoi le projet? J'ai pas Ah, compris. par hasard, par hasard, par hasard. En fait, moi, je l'ai fait monter parce qu'il est malien et que ça lui tient à cœur. Je ne savais T'es de même quel pas que côté de vous venez de Villers-le-Bel? Villers-le-Bel. Ah, moi, je suis au Burto, moi. Je suis entre Sarcelles et Villiers. Sérieux? Ouais, Ok, ouais, moi j'étais justement au Vieux-Villiers et ensuite je suis venu du côté du Puy-la-Marlière. ok. Ouais, c'est normal, c'est la maison, tout Eh ça. ben, Bon. C'est le Tcheka. on se retrouve. Du coup, Pas donc, bien. Mara, est-ce que tu as suivi un peu le discours du colonel Clair. Abdoulaye Maïga? Son discours, je l'ai suivi. Et pour te dire, la première écoute ne suffit pas, la deuxième écoute ne suffit pas. Et il faut l'écouter au moins 5 fois, ce discours, pour comprendre. Tu vois, dans ton live, j'ai vu quelques Ouais, commentaires. On disait, où il y a même une personne qui a dit qu'en gros, son discours, c'est bien beau, mais ça va rien changer. C'est là où lui se trompe. Peut-être pour lui, ça va rien changer. Mais pour une personne, comme tu disais, qui est illuminée, qui est éveillée, elle prendra ouais. conscience. Ça sera un vecteur, quelque chose qui va faire en sorte que le déclic, l'étincelle prenne et la personne va s'engager. Et maintenant, ça, c'est pour les gens qui sont vivants. Ce discours-là, il est présent, il est poignant, il est fort, il est profond pour les personnes qui sont là aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, ce discours, il sera encore présent. Et les Exact. jeunes qui vont arriver derrière, qui vont se battre, qui auront besoin de références, vont se référer à ce discours. Le dernier discours aussi puissant et profond que celui-ci, c'est celui de Kadhafi. C'est Tu vrai. vois, après Kadhafi, il n'y a pas eu de discours comme tel. Et là, ce qu'il a posé, en fait, là, il nous a fait une masterclass là, à l'international. Il a parlé de l'écologie, il a parlé du Exact. djihad, il a parlé des religions, il a parlé du vivre ensemble, il a parlé des droits humains. Il n'a même pas parlé des Exactement. droits des Africains, des droits humains. La charte de Kurukanfuga, tu vois. Il nous a Mhm. sorti tout ça. Il nous a parlé des grands hommes
il nous a parlé des grands traits de la géopolitique. Donc, à un moment donné, quand tu t'entends ce discours, tu te dis, non, le gars, il est lucide. Mais quand tu regardes sa lucidité, elle ne sort pas de nulle part. Il ne s'est pas réveillé un matin, il a été formaté et il a fait son discours. Nous, les Maliens, beaucoup en France se moquent de nous. Oh, les Maliens ceci, les Maliens ceci. Mais de la même façon que vous voyez ce colonel-là et Assimi Goïta, nous, on est comme ça dans nos traîtres. Moi, je suis comme ça sans rien faire. Tu vois, on me dit oui, je suis fort mentalement, j'ai des capacités, machin, etc. Mais je suis comme ça sans rien faire. Et chaque Malien qui vit ici en France, il pourra vous dire la même chose. Nos parents, ils viennent des contrées lointaines, dans des villages où c'est l'équivalent de Koh Lanta, tu vois. Et nos parents, ils viennent ici, ils construisent des choses, ils bâtissent des choses, ils mettent des enfants au monde, les enfants vont étudier, ils reconstruisent en Afrique. Si tu regardes le PIB malien, tu verras que la diaspora malienne, elle envoie énormément d'argent au Mali. Elle envoie énormément d'argent au Mali. Donc les gens doivent comprendre une chose, c'est que le Mali, aujourd'hui, ce que le Mali est en train de montrer aux yeux du monde, bah c'est une mentalité qu'il y a depuis longtemps. C'est une mentalité qu'il y a depuis longtemps. Assimi Goïta, il ne s'est pas réveillé un matin, il s'est dit on va faire les choses bien, on va essayer d'être carré. Non, les droits de l'homme, c'est comme ça. Il y a une charte qui a été faite il y a très longtemps. Et cette charte-là, de Soundiata Keïta à Modibo Keïta à Assimi Goïta, c'est ça qui est en train d'être mis en place là. Tu vois. Et donc la réalité, elle est où? La réalité, elle est qu'à un moment donné, quand on est des êtres humains, il faut juste rester lucide. Et là, les Maliens, ils sont en pleine lucidité et ils se disent, de par tout ce que nos ancêtres ils ont fait, de par tout ce que nos anciens ont fait, que ce soit Kadhafi, Lumumba, et tous les grands autres hommes, Toussaint Louverture, Malcolm X, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, tous les grands hommes, Sékou Touré, tous les grands hommes, Amical Cabral, etc. Bah, tous ces gens-là, aujourd'hui, tu vois, les Maliens, ça, c'est leur référence. Et ils se disent, à un moment donné, il faut juste rester terre à terre. Quand la France, à un moment donné, elle abandonne le Mali pour fournir les djihadistes, c'est une réalité. Quand Bandakani, dans Afrique Média, il explique que Macron, c'est le diable, il a raison. C'est un serviteur de Satan. Quand il dit que le blanc et les occidentaux sont démoniaques, il a raison. Parce que quand il dit ça, c'est pas une généralité que tous les blancs sont mauvais, que tous les blancs sont méchants, machin, etc. Mais tu as une élite qui fait en sorte que l'Occident lui appartient, et cette élite-là est pour elle, à un moment donné, la conscience de tous les autres blancs. Et c'est faux. Bon, après, je ne vais pas trop m'étaler. Après, ce que tu dis est totalement réel. C'est pour ça que je dis à un moment donné, bon, après, dans l'art oratoire, ça s'appelle passer la pommade. Quand il dit les Francs, on n'a pas de souci avec le peuple français, mais avec les élites. Voilà. Ceux qui sont éclairés ont compris de quoi il parlait. Bon, en tout cas, le peuple profite de tous les mal que font les élites en Afrique. Absolument. Donc, il y a une forme de complicité. Absolument. Mais dans le discours, pour pouvoir englober tout le monde, il faut faire ce distinguo-là. C'est pour ça que je dis qu'il a été vraiment très fort dans la technicité de son discours. Absolument. Maintenant, j'ai un pote à qui j'ai dit c'est un militaire. Il m'a dit impossible, un militaire, il ne peut pas faire ce discours. Je dis en fait, on nous a matrixé selon quoi les militaires sont bêtes et méchants. Sauf qu'il y a des militaires qui sont très forts dans l'art oratoire. Mais Makossa, si tu permets, juste avant que je redonne la parole au frangin, ouais. L'étonnement de ton pote n'est pas anodin. C'est parce que, en fait, il faut comprendre que en France, mon petit frère est militaire en France. En France, il existe ce qu'on appelle la muette. Et la muette qui existe en France, elle existe dans tous les pays d'Europe, voire jusqu'aux États-Unis. C'est quoi la muette? La muette, en fait, c'est que pour recruter les militaires, il faut recruter ceux qui ont le moins de bagages possible intellectuels. Tu sais pourquoi? C'est fait exprès, en fait. C'est parce que s'il a un bagage trop intellectuel, ils vont devenir comme ça. Exact. Tu vois? C'est pour ça que notre ancêtre Thomas Sankara disait qu'un militaire sans un minimum d'instruction est un danger ambulant. Ambulant, exact. Tu vois? Pourquoi? Parce que, en fait, s'il n'a pas l'instruction nécessaire, il n'arrivera pas à faire le discernement. Parce que les gens oublient. Tu sais, Maïga, Assimi Goïta,
Camara et tous les autres colonels, avant d'être des colonels, ils sont d'abord des citoyens. Les gens oublient ça. Parce qu'il faut savoir qu'il est militaire que quand il est dans sa caserne. Lorsqu'il quitte la caserne, il est dans la rue, tu ne sauras pas. S'il ne te dit pas que c'est un militaire, tu ne le sauras pas. Donc, c'est un citoyen. Et donc, du coup, les gens oublient même le fait que ce soit d'abord des citoyens. Ils le voient comme militaires chez eux, avec leurs femmes, avec leurs parents, etc., etc., c'est-à-dire dans l'ensemble de leur vie. Et c'est là où se pose justement l'amalgame. C'est pour ça que ces personnes-là sont combattues. Pourquoi? Parce que, en fait, du point de vue de la narrative de ce qu'on a reçu, les militaires, ça ne doit pas être des gens qui se rebellent, parce qu'ils sont considérés comme étant des rebelles. C'est pour ça qu'on utilise l'expression putsch, tu vois? C'est parce qu'ils pensent qu'ils se sont rebellés. Ils ne se sont pas rebellés. Ce sont des personnes qui ont compris que non, attends, comment ça se fait que le pays part dans le sens où il est en train de partir et personne n'agit? Bah, s'il n'y a personne qui agit, l'ultime personne ayant la capacité d'agir pour le peuple, ce sont les militaires. Et donc, en ce moment-là, ils reprennent le flambeau. Et donc, c'est exactement normal le travail qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ça va sonner faux dans la bouche des personnes qui ont bu du lait de la démocratie, à qui on a expliqué que la démocratie, c'est le vote, il faut aller mettre un bulletin dans les urnes. Tu vois? Dans la bouche de ces personnes-là ou dans leur mental, ça sonnera ça. Du coup, j'ai une question. C'est pas une question. Je vais vous donner une maxime et vous allez me dire si est-ce que, selon vous, le peuple africain, en tout cas ceux qui sont réveillés, peuvent l'appliquer ou pas. J'ai fait un débat avec un pote hier, je lui disais, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Il m'a dit, comment ça? Je dis, parce qu'une personne qui réfléchit, elle se pose des questions. Si elle voit que la logique dans laquelle on l'emmène par la société ne correspond pas, ben, s'il se rebelle, c'est la désobéissance civique. Ce que disait Malcolm X. C'était le vote ou la désobéissance. Maintenant, est-ce que avec tout ce qu'on est en train de voir là, tous ces événements qui se produisent, les sanctions économiques sur le Mali, tous ces alignements, par exemple, du gars là, j'ai oublié son nom là, le monsieur de la CEDEAO là, Umbalo quelque chose là, Wali, là. Sissoko. Il s'est aligné directement sur les Nations Unies sans avoir tenu compte des autres enquêtes qui ont été mises en place. Est-ce Direct. qu'on n'est pas dans une forme de mimétisme étatique des institutions financées par les autres? Mais il l'a dit dans le discours, il parle de mimétisme automatique. Lui-même, il parle de mimétisme automatique, il dit dans le discours. Il dit mimétisme automatique. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans le mot automatique, c'est que si la CEDEAO dit un truc, si les Nations Unies disent un truc, la CEDEAO devra dire exactement au détail de la virgule près. C'est ça le mimétisme automatique dont il parle dans le discours. Mais bien sûr que nous sommes, on est en plein dedans. Mais j'ai posé la question, je vais reposer la question dans le sens inverse. Avons-nous déjà vu un rapport venant des Nations Unies concernant les décisions qu'ils prennent par rapport à notre continent? Avons-nous déjà reçu, nous, citoyens africains, des rapports de la CEDEAO? Bah, moi, perso, j'ai jamais reçu. Hein. Jamais reçu. Mais après, est-ce que, sur ce que je viens de dire là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut mettre en place pas des ateliers pour ceux qui veulent faire des ateliers de réflexion? Parce que je pense qu'aujourd'hui, je l'avais dit dans une vidéo, l'école nous apprend à obéir et pas à réfléchir. Et Adèle m'avait dit c'est n'importe quoi. J'ai dit, bon, t'écoutes Mara. Juste pour répondre à ta question précédente, parce qu'après tu vas switcher sur une autre, C'est- arriver, tu vois, pour en arriver là où le Mali il en est aujourd'hui, toute l'Afrique ne peut pas faire ce que le Mali fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Mali, il a travaillé, il a anticipé ces attaques, il a anticipé tout ce que les forces occultes peuvent faire. Les mauvaises manipulations de la CEDEAO et de l'Union européenne et de l'OTAN. Tu vois, ils ont anticipé tout ça. Pour te dire, il y a quoi, quand ça a commencé à vraiment chauffer au Mali, ce qu'ils ont fait, nous, nos familles nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que là, les Maliens, les soldats là, soldats maliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans toutes les banques. Ils ont retiré tout l'argent. Ils ont retiré tout l'argent. Ils ont retiré tout l'or. Ils se sont assis tranquillement. Ils ont dit on attend des sanctions. Et quelques semaines après, tu vois, que les sanctions de la CEDEAO, elles sont tombées. Mais le Mali, ouais, juste là en bas. Le Mali, lui,
Pas de problème. Ils avaient déjà anticipé ça. Aujourd'hui, il y a deux positions dans le monde. Soit tu es un aligné, soit tu es un non-aligné. Et quand tu es un non-aligné, il faut anticiper les choses. Et comment on anticipe les choses? On lit, on regarde, on écoute, on apprend et on applique. Elle est là la différence. Tu peux répéter 3 fois, s'il te plaît, frère. Ici, ce soir, c'est permis de répéter 3 fois. Au colonel. Répète ça un peu 3 fois, frère. Là, tu vas répéter pour la deuxième et puis tu répètes pour la troisième fois. Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit on lit, on apprend et je sais plus quoi. Ça sort comme ça, tu vois. On lit, on apprend, on comprend, on applique. Voilà. On lit, on apprend, on comprend et on applique. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et qui on va lire? On va lire du Cheikh Anta Diop, on va lire du Malcolm X, on va lire du Lumumba, on va lire du Thomas Sankara, on va lire qui? Hamzat Boukari, on va lire du Kimi Seba. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand on va lire tout ça, on va comprendre la genèse. On va lire. Quand on va lire, on va pouvoir appliquer parce que dans les bouquins, il y a tout. On nous explique vraiment tout. Et à partir de... Il faudra aussi lire Kalala Omutunde Kovi Gomez. Il est excellent. Pour pouvoir actualiser exactement. Kovi Gomez, il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré même. Très puissant. Très, très, très puissant. Et il y a aussi Marcus Garvey. Pour moi, c'est la base. Marcus Garvey, si on va avancer, si on veut comprendre les choses, économiquement, quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Afrique et qui veut avancer pour l'Afrique, il doit comprendre Marcus Garvey. Il doit lire Marcus Garvey. Après, peu importe ses croyances, peu importe ce que lui pense, il faut lire pour comprendre. Et après, chacun pourra faire sa déduction et appliquer son plan pour pouvoir participer à l'émancipation de l'Afrique. C'est la base. Donc, voilà ce que je voulais dire. Très bien. Du coup, Naomi, je n'ai pas vu ta question dans la boîte à questions. Tu as dit je peux l'épingler, se trouve où la question, s'il te plaît. Du coup, on va écouter juste Tiano, est-ce que tu peux remettre la partie du gars de la CEDEAO, quand il répond au gars de la CEDEAO là? Parce que lui aussi, j'ai aimé comment il a repris ce qui a été dit et ensuite il a dit, tiens, pour ce monsieur-là, voici ta réponse. En fait, moi, je l'ai sur la vidéo que je l'ai à partir de la minute 12. Et la minute 12, en fait, elle venait juste de finir de répondre à Mbalo Sissoko. Donc, la minute 12, c'est quand il finit de répondre à Mbalo Sissoko, parce qu'il ne s'est pas étendu sur lui, puisqu'il lui a juste dit que l'Afrique se souviendra de tous les efforts qu'il aura fait pour pouvoir faire avancer les choses au niveau de l'Afrique. Mais en fait, pour ceux qui comprennent entre les lignes, il vient de lui jeter, en fait, on appelle ça, il a amassé du charbon ardent sur sa tête. Grave. En lui faisant ça, il a amassé du charbon ardent sur la tête. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à lire entre les lignes ont pensé qu'il a été gentil avec lui. Mais je pense que moi, de mon point de vue, il a tué Mbalo, mais pas de la même façon qu'il a tué Ouattara ou bien qu'il a tué le secrétaire général des Nations Unies, tu vois. Mais je vais... Alors juste, mets alors la partie du Niger, quand il parle de valeurs. Ouais. Quand il parle de valeurs africaines, il dit que le comportement du président du Niger n'est pas en adéquation avec nos valeurs africaines. Il dit d'ailleurs même, c'est même pas un Nigérien. Bon, il l'a sous-entendu déjà. Après, je ne suis pas allé faire des recherches sur le gars. Bah, non, c'est vrai, il serait de l'extérieur. Ah, il n'est pas de chez nous. Oui, il n'est même pas natif de ce pays. Non, il n'est pas natif de là. Il n'est pas natif de là. Il a pas sorti un secret de polichinelle, hein, c'est connu, c'est un Libyen. Ok. Mais là, tu es là-bas comment? Placement ou... Mais frère, regarde la géographie du pays qu'il dirige. Il est situé où par rapport à la Libye? C'est ça. Ah, ok, bon. C'est un proche de... C'est comme Ado. Ado aussi, il a atterri. Le Bazoum en question. T'as pas vu Kémy, quand il est parti dans leur pays, là, le boucan qu'il faisait là-bas? Juste le son. Ouais, j'arrive. Parce qu'il faut. En attendant, vous pouvez. Il y a la question de Naomi qui demande, question brûlante, est-ce qu'on ne crie pas victoire trop tôt? Nuance. Pour le Mali, sachant que l'armée française est installée juste à côté au Niger. Très bien. Nuance, il va te répondre, Mara. On ne crie pas victoire, on lève juste la main. On est debout. C'est différent. On ne crie pas victoire.
Là, on répond présent. La France fait front, l'Occident fait front. Nous, on se lève juste, on s'érige. On ne crie pas victoire, on dit juste qu'on est présent. Et comme il a dit, le colonel, il a dit, peu importe les armes qui seront utilisées contre nous, on sera là pour répondre. Avec fermeté. C'est tout. C'est pas compliqué. Ceux qui veulent avancer Après, avec nous, je on a... pense que, en fait, juste, Tiano, coupe ton micro le temps que tu mettes la mise à jour sur la vidéo, s'il te plaît. Ah, Merci pardon. beaucoup. En fait, Naomi, ce qui veut dire simplement que en géopolitique, il faut marquer le moment et faire comprendre à l'autre qu'il y a eu un précédent. Vous avez mis des sanctions, vous espérez qu'on allait craquer, on n'a pas craqué. Maintenant, jusqu'où on peut aller, vous ne savez pas. C'est nous qui savons parce que notre résilience, vous la connaissez pas. Les épreuves que le peuple malien a dû endurer, l'armée française ne connaît pas ces épreuves-là. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est propre à chaque population. Maintenant, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, avec ce qui se passe en Ukraine, la France est un peu en décrépiture. Parce qu'ils ne pourront pas être sur tous les fronts. Ils ne peuvent pas être en Centrafrique, ils ne peuvent pas être au Mali, ils ne peuvent pas être au Niger, partout, ils ne peuvent pas. Parce que ça demande de l'argent et on passe dans des moments de crise. Parce que là, ce que beaucoup ne savent pas, on a eu la pandémie, on a eu la pandémie, on a eu la crise, donc on a eu la pandémie, crise énergétique, et là on a maintenant la guerre, et la prochaine c'est la crise Oui, financière. la crise économique. Ce qui veut dire dans un mauvais cycle. Et je pense qu'aujourd'hui, s'éparpiller pour la France sur plusieurs fronts, ça devait être très très compliqué. Wagner, c'est pas Magosa, vraiment l'armée. Que le live est en train de alors, bugger à nouveau. ça bug ou c'est quoi? Ouais, ça bug, ça bug, ça bug, ça Magosa, bug. bah oui, Ouais. mais Moi, Magosa, Mettez juste des cœurs, tu mettez vois ce des qu'elle cœurs. On disait, t'écoute, Marin. tu vois ce qu'elle disait, la frangine, là? Pour aller Ouais. plus loin dans le réseau, je dirais que quelque part, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que là, on a amené les Africains loin dans le concept de révolution et le concept de conscientisation. Tu comprends? Mm. Quelque part, hein, la victoire n'est pas complète, mais quelque part, il y a une bataille psychologique qui a été gagnée, il y a une bataille médiatique qui a été gagnée. Pour que le Mali puisse dire, nous, on va dénoncer la France, on va les traduire devant l'ONU, c'est costaud, ça. Tu vois? Il faut avoir des preuves tangibles. Et quand tu parles avec sérénité et avec preuves, poto, je peux te dire que la France, là, elle vacille, hein. Tu vois? Bah, et, c'est vrai euh, et- qu'après, et- on est dans un moment fort. On t'écoute, Tiano. non, moi, je voulais juste dire par rapport à ce que vient de dire, attends, Mara, oui, c'est ça. Par rapport à ce que vient de dire Mara, effectivement, il a raison. En fait, nous, on nous combat dans la victoire. Je sais pas si vous comprenez mon langage. On nous combat dans la victoire parce que nous, depuis que nous existons comme peuple, nous vivons dans la victoire. Nous sommes la victoire et les autres le voient, les autres le savent, en fait. Hier, j'ai écouté une maman qui a dit quelque chose que j'ai écrit ça tellement c'était puissant. Elle a dit, la première des choses que nous devons savoir en tant qu'Africains, nous ne savons pas à quel point nous sommes. Réel. Ouais, Tu vois, c'est ça, en Magosa? fait. Donc, Ouais. en disant, nous ne savons pas à quel point nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui doit se déclencher en nous, c'est de chercher absolument à savoir, mais à quel niveau nous sommes. Et les autres le savent. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Quelle C'est est la pour force ça qu'ils chez nous? ils ont changé la narrative, en fait. Ils ont changé carrément la narrative en nous mettant dans une position des personnes qui ne savent pas. Mais en fait, pour ceux qui savent, bah, ils agissent de la même façon qu'agit le gouvernement de transition, c'est-à-dire en disant que non, il y a des bêtises qu'on ne peut pas accepter dans notre continent. Il y a des bêtises qu'on ne peut pas accepter dans notre pays. Il y a des bêtises qu'on ne peut pas accepter lorsqu'on est africain. Et hier, Ouais. je me faisais une réflexion juste avant de dormir. Je suis passé vite fait sur Instagram et c'est là que je vais laisser Palabre prendre la parole. Je me suis dit, si toute la jeunesse africaine, peu importe où qu'elle soit, on se donne seulement rendez-vous de 1 an de soutien au Mali, je vous jure que les lignes vont bouger d'elles-mêmes. Bien sûr. La Clairement, solidarité des peuples. malheureusement, on n'en est pas encore arrivé à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se regarde encore sur l'œil, on se regarde encore depuis l'œil du Judas dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que on se regarde encore en se disant, moi, je suis congolais.
On se regarde encore en se disant, moi, je suis Camerounais. On se regarde encore en se disant, moi, je suis Togolais. On se regarde encore en se disant, moi, je suis Malien, moi, je suis Sénégalais. À partir du moment où nous allons nous regarder tous comme étant africains, comme le disait Bob Marley, la narrative, elle va commencer à changer sur bien des aspects. Clairement. Je m'arrête. Très bien. Du coup, Palabre, juste avant que tu prennes la parole, Ouais. Instagram sur un format où j'ai qu'une heure de live. Pour ne pas perdre ce live, je vais le sauvegarder et on va faire la deuxième partie parce qu'ils autorisent les gens qui montrent les fesses à faire 4 heures de live et nous, on veut conscientiser. On est un peu limité. Donc là, je vais faire l'instant pub. On est 99 ou 92. Les 92 personnes, abonnez-vous aux pages des 4 personnes qui sont là. Ne bougez pas, on va juste faire l'instant pub. Comme quand vous regardez un télécrochet sur TF1, on fait la pub un peu, on va revenir. Je sauvegarde ça dans le propre. Parce qu'il y a eu des moments où ça a failli couper, donc j'étais là en train de me dire, je coupe, j'enregistre ou pas, c'est revenu. On reste avec Mara, Palabre et Tiano. Savio, j'ai pas oublié ta demande, tu vas monter. Je sauvegarde le live, on revient. On est 90, quand on revient, on va repartir à ce même rythme-là. Palabre, c'est toi qui auras la parole. Donc, rappelle-toi de ce que tu vas dire tout à l'heure. On se Bien voit évidemment, d'ici ça une marche. minute. Je sauvegarde. Merci beaucoup. Ça marche. À tout. À tout à l'heure.